Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 23h. Voici les titres de votre journal. À la présidence de la République, ce mercredi 12 décembre a eu lieu le Conseil des ministres. La couverture maladie universelle, la restitution de biens culturels ivoiriens à l'étranger et l'organisation en 2020 par le pays du 27e congrès de l'Union postale universelle sont entre autres les sujets abordés. La visite du vice-président au Caire, Daniel Kablandankan, a été reçue ce mercredi par Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien. Au menu de cette rencontre, la coopération bilatérale entre la République arabe d'Égypte et la Côte d'Ivoire. Et puis la France vient de mettre à la disposition du Burkina Faso les documents d'archives dans le cadre de l'enquête sur la mort du président Thomas Sankara en 1987. Il s'agit de documents déclassifiés comprenant des pièces et des auditions de personnes dans le cadre de la Commission rogatoire internationale. Démarrons ce journal avec le traditionnel Conseil des ministres. Tenu ce mercredi 12 décembre au palais présidentiel, le Conseil a abordé les sujets suivants: la couverture maladie universelle et la restitution de biens culturels ivoiriens irrégulièrement détenus à l'étranger. Notons que 20 000 objets d'art de la Côte d'Ivoire sont répartis dans 50 musées à travers le monde, des biens culturels appartenant au patrimoine national dont la valeur est estimée à 6 000 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de ce Conseil avec Jérôme Kofi Aboula. Un bon point pour la Côte d'Ivoire, c'est à elle que revient l'honneur d'organiser le prochain congrès de l'UPU, Union postale universelle. Il s'agit du 27e congrès prévu pour se tenir sur le territoire ivoirien dans le mois d'août 2020. C'est le Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel qui donne l'information. Notre pays a été élu lors du 26e congrès mondial de l'Union postale universelle tenu à Istanbul, en Turquie, en octobre 2016, pour abriter en 2020 le 27e congrès de la dite institution. Il s'agira, après le premier congrès tenu en Égypte en 1934, du second congrès de l'institution qui se tiendra sur le continent africain. Cet événement important et capital est prévu se dérouler sur une période de 21 jours à Abidjan, avec la participation d'environ 3000 personnes en provenance de 192 États membres de l'Union postale universelle, ainsi que de partenaires au développement. Conformément aux usages de l'Union, la Côte d'Ivoire assurera la présidence du conseil d'administration de l'organisation à l'issue du congrès durant 4 années. Une autre bonne nouvelle donnée par le Conseil, elle concerne les patrimoines culturels ivoiriens à l'étranger. Selon le Conseil, ces biens vont être restitués. À l'instar de nombreux pays africains spoliés de leurs biens culturels ancestraux, notre pays compte des milliers d'œuvres d'art irrégulièrement détenues à l'extérieur, notamment en Occident. Au moins 50 musées en Europe et en Amérique, en dehors des collections privées, détiennent dans leurs collections respectives environ 20 000 objets d'art d'origine ivoirienne estimés à 6 000 milliards de francs CFA. Dans le cadre du processus de retour de ces biens culturels mis en place avec l'UNESCO et la branche africaine du Conseil international des musées, AFRICOM, la Côte d'Ivoire a désigné 2 médiateurs et conciliateurs auprès de ces organisations et une première liste de 148 objets d'art à restituer a été transmise. Le Conseil des ministres a aussi parlé de la couverture maladie universelle, CMU, en attendant sa mise en œuvre effective à compter de janvier 2019. D'importantes décisions sur la question ont été prises au cours de cette réunion. En application de la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014, instituant la couverture maladie universelle, sont créés 2 régimes. L'un contributif, dit régime général de base, l'autre non contributif, dit régime d'assistance médicale. Pour le compte des personnes économiquement faibles ou démunies ou vulnérables, ce décret fait le choix d'utiliser la méthode de l'affiliation, soit à la demande,
soit par la recherche active, et en organise les modalités. À noter aussi la visite du président Paul Kagame en Côte d'Ivoire. Le président rwandais est attendu le 19 décembre pour une visite de 48 heures sur le sol ivoirien. Le Conseil des ministres, en son point de divers, en a parlé avant de prendre rendez-vous pour le 18 décembre 2018, cette fois dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Le vice-président est au Caire en Égypte depuis ce lundi. Il y participe à la première édition de la foire intra-africaine du commerce. Daniel Kablan-Duncan a été reçu ce mercredi par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Une audience pendant laquelle les deux personnalités ont évoqué la coopération bilatérale entre la République arabe d'Égypte et la Côte d'Ivoire. Notre envoyé spécial au Caire, Mama Traoré. C'est une rencontre qui traduit la bonne santé des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Des relations établies depuis 1960 que les présidents Alassane Ouattara et Abdel Fattah el-Sisi ambitionnent de renforcer dans un avenir proche. C'est la demande du président Alassane Ouattara que nous avons fait cette visite. Il nous avait donné donc une lettre à remettre au président de la République, dans laquelle notamment il invitait le président de la République al-Sisi à effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire en 2019. Le président de la République égyptienne a bien voulu accepter le principe donc, de cette visite en 2019. Le chef de l'État égyptien et le vice-président Daniel Kablan-Duncan ont aussi passé en revue la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette coopération avance déjà de manière positive, notamment dans le domaine de la sécurité et de la défense, puisque l'Égypte a bien voulu former quelques-uns de nos policiers et des gens de la défense ici. Il a été convenu aussi que la commission mixte entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, dont la dernière réunion date de 1998, le président de la République a indiqué que ça fait trop longtemps, il faut qu'ils se réunissent le plus rapidement possible. Et nous pensons que cette rencontre doit permettre donc de finaliser un certain nombre d'accords qui sont déjà sur le chantier. Il y a à peu près 16 accords qui sont en cours de travail, qui pourraient donc être finalisés probablement avant la visite du président al-Sisi. Nous gardons l'espoir d'avoir le président al-Sisi en Côte d'Ivoire et un renforcement très important de la coopération entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. En 2017, la valeur des échanges de biens et de services entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte était de 35 milliards de francs CFA. Revenons en Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. L'heure est au bilan du budget de l'État de l'année 2017. Les résultats d'exécution de la loi des finances ont enregistré un solde déficitaire de 168,7 milliards de francs CFA. La cause serait l'impact des revendications sociales et la dégringolade des cours internationaux du cacao et du pétrole. Lanciné Bakayoko. Pour cet exercice de reddition des comptes pour la gestion 2017, le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État s'est entouré de l'ensemble des régies financières. Première observation, le gouvernement a dû faire face à un certain nombre de chocs. La nécessité de prendre en compte les effets financiers des mesures prises par le gouvernement en réponse aux revendications intervenues en début d'année, ainsi que l'impact de l'évolution des coûts internationaux du cacao et du pétrole brut sur les projections de recettes fiscales, ont conduit à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi des finances rectificative numéro 2017-807 du 7 décembre 2017 portant budget de l'État pour la gestion 2017. Les ajustements opérés à travers ce collectif budgétaire ont donc ramené le niveau du budget de 6 501 à 6 447 milliards de francs CFA. Deuxième observation, les prévisions de recettes non fiscales ont été revues à la hausse en rapport avec la révision du niveau de paiement attendu des dividendes Petroci, des privatisations et ventes d'actifs. À cela s'ajoutent les appuis additionnels obtenus auprès des partenaires financiers. Du côté des dépenses, le niveau du service de la dette publique a été revu à la hausse, en liaison avec notamment l'appréciation du dollar et la programmation d'un emprunt obligataire sur le marché international non initialement prévu. Au total, pour la gestion 2017, les recettes de l'État se sont élevées à 6 537 milliards contre des dépenses d'un peu plus de 6 706 milliards de francs CFA, soit un solde déficitaire d'environ 168 milliards. Mais après le vote en plénière, ce déficit sera transporté au compte numéro 2, c'est-à-dire sur les découverts et réserves du Trésor. Restons à l'Assemblée nationale où la Commission des affaires
générale et institutionnelle du Parlement a ratifié l'ordonnance portant amnistie du 6 août dernier, une décision du président de la République qui a permis, on vous le rappelle, de libérer plus de 800 personnes poursuivies ou condamnées dans des faits en lien avec la crise post-électorale. L'autre projet de loi adopté en commission, celui de la fusion des métiers d'huissier et de commissaire-priseur pour celui de commissaire de justice. Le point avec Kolo Koulibaly. Devant les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles, le ministre de la Justice a expliqué que la mesure d'amnistie est prévue par les articles 101 de la Constitution, 108 du Code pénal et l'article 12 de la loi du 27 décembre 2017 portant budget de l'État. Selon Samson Kambilé, cette décision rassure le secteur privé par un environnement sociopolitique apaisé. La mesure d'amnistie concerne les personnes poursuivies ou condamnées pour les infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, ainsi que 2 militaires et 2 membres de groupes armés. La liste des militaires et membres de groupes armés exclus du bénéfice de cette amnistie sera arrêtée conjointement par le ministre de la Défense, de la Justice, de l'Intérieur et de la Sécurité. Lors du vote en commission, les députés du groupe parlementaire PDCI se sont abstenus. Nous souhaitons qu'en lieu et place des noms qu'on a alignés, qu'on amnistie plutôt les faits et l'ensemble des individus civils comme militaires incriminés recouvrerait la liberté. L'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République et aux députés. Si le président de la République a vu la nécessité d'encourager à la réconciliation nationale à travers des actes aussi forts, il appartiendrait pourquoi pas aux députés, dans sa même logique à travers des propositions de loi. Il n'y a pas de raison que nous puissions demander tout au président de la République. Bien au contraire, nous devons l'encourager. Si les députés ne bougent pas, pourquoi pas le président de la République pourrait être amené à prendre d'autres mesures visant effectivement à amnistier davantage de personnes. Les métiers d'huissier de justice et commissaire-priseur vont disparaître en remplacement de celui de commissaire de justice. C'est le deuxième projet de loi défendu par le ministre Samson Kambilé. Ce projet de loi et celui portant amnistie passeront en plénière. Dans le domaine des infrastructures routières, l'exécution des travaux d'entretien routier ne sera plus l'affaire des entreprises privées sélectionnées sur appel d'offres. Cette tâche incombe désormais à la Direction générale des infrastructures routières et aux 59 directions territoriales que compte la Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Jusqu'en 1998, l'entretien routier en Côte d'Ivoire était du ressort des services publics. Beaucoup d'Ivoiriens se souviennent de l'époque des TP, travaux publics. Les routes du pays, bitumées ou pas, étaient entretenues et facilitaient le déplacement des populations. Certains agents des TP se souviennent encore de cette belle époque. Sur le terrain, nous avions le personnel et le matériel technique, les engins. Et donc, dès qu'il y a un problème, nous intervenions directement. En 2001, une réforme allait concéder l'entretien routier à des entreprises privées. 9 années après, en 2010, le constat était amer. Les états généraux de la route confirmaient que certaines activités d'entretien routier ont été délaissées. Le gouvernement a donc décidé de réagir. Le décret numéro 2018-484 du 18 mai 2018 vient affecter l'entretien routier à la Direction générale des infrastructures routières et à ses représentations régionales et départementales. Les années passées, les voies routières ont été de plus en plus dégradées et donc l'État a pris la décision cette année de recadrer les choses en introduisant une dose de régie pour permettre aux directions territoriales d'exécuter ces travaux-là. La Direction générale des infrastructures routières et ses services décentralisés auront pour mission la surveillance du réseau routier, les enquêtes de trafic, l'inspection sommaire des routes, le recueil des données routières, le nettoyage des abords des routes, le reprofilage améliorant et la réparation des ouvrages hydrauliques, le suivi et le contrôle des travaux d'entretien routier, l'entretien des ouvrages de drainage, le traitement d'urgence de points critiques, le traitement de points à temps.
Et dans le même secteur, les travaux de construction du pont métallique de Nebo ont été lancés. L'infrastructure coûtera 1,2 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire et devrait être livrée dans un délai de 6 mois. Mamadou Kwasi. En saison pluvieuse, que de difficultés pour relier Nebo, chef-lieu de sous-préfecture situé à moins de 10 km de la ville de Divo. Grande zone de production agricole avec le palmier à huile et les VA. Ce village et les autres localités environnantes sont généralement difficiles d'accès en saison pluvieuse. Et pourtant, un pont a été construit sur la rivière Bougo. Le pont a été mal fait. Le pont là où les gens devaient placer le pont là, c'est pas dans cet endroit ils ont mis. Donc c'est difficile quand l'eau remplit là. La partie qu'ils ont mis là, l'eau ne peut pas bien passer. Donc ça fait que non, ça remplit par derrière. Donc quand c'est rempli par derrière, ça traverse la route là. On ne peut même pas aller au champ. Quand il y a décès, on appelle les jeunes qui savent bien nager, ceux qui sont en grand détail, pour faire traverser le Sequet. Ces travaux réalisés en 2007 par l'ex-conseil général de Divo seront entièrement repris. Un pont à tablier métallique verra le jour dans 6 mois pour un coût d'environ 1,2 milliard de francs CFA. Ceci pour faciliter le trafic sur cet axe qui relie Divo à Nebo et au-delà, les villes de Zikisso et Doumé. Ce pont aura une longueur de 64,8 mètres, c'est-à-dire que pratiquement 70 mètres, et construit sur 2 travées. La largeur du pont est de 7 mètres, c'est-à-dire 2 x 2 voies de 3,50 m, et on aura des accotements de part et d'autre de 1,20 m. Les fondations seront en béton, fondées sur la roche-mère. Et avec la construction de ce pont, on ouvre la digue actuelle de plus de 8 fois l'ouverture pour permettre à l'eau de s'écouler et éviter les inondations en amont. La cérémonie de lancement des travaux de ce pont a vu la mobilisation des chefs traditionnels du canton Agbouri et de l'ensemble des populations. Ils ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État et à son gouvernement pour la prise en charge de leurs préoccupations. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a rassuré la population de la fin des travaux dans les délais et surtout de la qualité du travail, sans oublier des avantages liés à l'exécution de ce chantier. Le pont, c'est un pont métallique qui sera fabriqué en France et amené ici, mais aussi la construction de ce pont va permettre de régler les problèmes d'eau à Divo. Nous avons ici la preuve que le Lodibois figure parmi les priorités du chef de l'État et du gouvernement, et nous en sommes très reconnaissants. C'est pourquoi nous devons privilégier la recherche de la paix dans notre pays, afin de maintenir cette stabilité qui permet au train du développement de se maintenir sur les rails. En plus de la construction du pont à tablier métallique, le ministre Amédée Kwaku Kofi a informé la population de la région du Lodibois du traitement et du reprofilage lourd de plus de 700 km de pistes rurales. Des travaux pour faciliter l'évacuation des produits agricoles et surtout le déplacement des populations. D'autres travaux sont en cours. Il s'agit cette fois de la restauration et la mise à niveau des centres hospitaliers régionaux de Korogo, de Yamoussoukro et l'hôpital général d'Abobo Nord. Ces travaux sont en bonne voie et l'hôpital général d'Abobo enregistre un taux de réhabilitation de 55%. Les détails avec Patricia Omo. Les travaux de rénovation et de mise à niveau de l'hôpital général d'Abobo sont en bonne voie. Taux de réalisation plus de 45%. Sur 22 bâtiments, 16 sont concernés par le projet. Le but est de mettre en œuvre la couverture maladie universelle. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est félicité de l'avancement des travaux à l'issue d'une visite guidée sur le chantier de l'hôpital général d'Abobo. Les travaux en cours sont conformes à la volonté du président de la République et de son Premier ministre. Nous appelons à présent les différents acteurs, les différents professionnels de la santé à honorer chacun ce qui reconnaît son engagement au bénéfice de la santé des Ivoiriens. Ce qui se fait ici est formidable et aujourd'hui, j'ai pu dire que je suis un ministre heureux de savoir que les conditions sont remplies pour mettre à la disposition des praticiens un plateau technique de qualité. Un projet ambitieux de mise à niveau avec un volet réhabilitation, un volet construction et équipement. La réalisation est supérieure à 55% et les gros travaux qui nous restent, c'est plutôt des travaux de fixation, des menuiseries, bois et aluminium et l'installation des revêtements sol et murs
plus les équipements médicaux. C'est une réhabilitation avec extension. Et c'est une réhabilitation lourde parce que ça nécessitait la dépose de tout ce qui était équipement existant pour remplacer à neuf, avec un plateau technique de haut niveau. La livraison est prévue pour février 2019. Dès 2018, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans la mise à niveau de 8 hôpitaux, 3 centres hospitaliers régionaux et 5 hôpitaux généraux. Un autre domaine travaille à l'amélioration de la qualité de ces services. Il s'agit de l'éducation et de la formation. Les ministères en charge de ce secteur tiennent leur revue sectorielle conjointe. L'objectif est d'analyser les performances réalisées par le système éducatif au cours de l'année 2017. Le reportage de Sephora Zegui et Salima Toudia. Les actions menées en 2017 dans le secteur éducation-formation, passées en revue par la tutelle. Le bilan présente plusieurs avancées, mais aussi des insuffisances, notamment le nombre très élevé d'enfants hors du système éducatif formel. Ils sont 2 millions d'enfants de 6 à 15 ans concernés selon l'UNICEF. En dépit des progrès importants réalisés, l'accès à la scolarisation pour tous les enfants de 6 à 16 ans n'est toujours pas effectif à 100%. C'est particulièrement vrai pour les filles pauvres en milieu rural et les couches les plus vulnérables de la population. Les disparités régionales en éducation persistent, avec des niveaux de privation plus importants dans le nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Pour résorber le nombre d'enfants en dehors de l'école, nous proposons d'investir davantage dans la mise en place de classes passerelles. Le plan sectoriel éducation-formation veut mettre ainsi à la disposition du pays des ressources humaines de qualité et productives pour une éducation équitable, inclusive et de qualité. Ceci devra être adapté aux besoins du marché de l'emploi. L'éducation et la formation ont de tout temps été en Côte d'Ivoire une priorité pour les autorités et cela a conduit donc à faire des investissements importants, structurants, qui bien évidemment ont été contrariés au fil des années. Ce plan sectoriel éducation-formation 2016-2025 a donc conduit à des réformes structurelles profondes. C'est pour cela qu'il est important que nous nous retrouvions pour pouvoir faire donc l'évaluation. Au cours de ces journées, des travaux seront organisés à la suite de la présentation du rapport de mise en œuvre. La revue sectorielle éducation-formation 2018 prendra fin le jeudi 13 décembre. Toujours sur le domaine de l'éducation, offrir et faciliter l'accès à une éducation préscolaire de qualité aux enfants de Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de l'étude sur l'éducation préscolaire. Les résultats préliminaires annoncent le passage du taux de préscolarisation en Côte d'Ivoire de 10 à 25% d'ici 2025. Moussa Koulibaly et Walter Amadou. 10%, le taux de préscolarisation des enfants en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort des conclusions d'une récente étude menée par le cabinet Innovation for Poverty Action IPA avec l'appui du groupe de partenaires pour l'éducation ARC-EPG. Le préscolaire est l'initiation de l'enfant au système éducatif. Il s'avère essentiel pour garantir aux enfants la réussite tout le long de leur vie, selon des spécialistes. On a besoin de quelque chose qui est beaucoup plus basé sur le jeu, où c'est comme ça que les enfants se développent et apprennent, socialisent entre eux. C'est de partager les pratiques pédagogiques, tout bien les enfants du privé formel que les enfants du public puissent avoir des résultats meilleurs. L'amélioration des résultats doit permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre dans 7 ans 25% de taux de scolarisation au préscolaire à travers le plan sectoriel éducation du ministère de l'Éducation nationale. À partir de cet instant, l'option a été prise, par exemple, de faire en sorte que chaque nouvelle école primaire comporte désormais 7 classes, soit une classe pour le préscolaire. Selon un rapport du programme d'analyse des systèmes éducatifs Confomen-PASEC réalisé en 2016, un élève ayant reçu une éducation préscolaire obtient de meilleurs résultats en français et en mathématiques en classe de CM1. Et la qualité des services préoccupe aussi le ministère de la fonction publique qui met 100 inspecteurs en mission de contrôle au sein de l'administration publique, une mesure pour le renforcement des règles de bonne gouvernance au sein de l'administration. Serge Coléa.
Ils sont en mission pour veiller aux règles de bonne gouvernance dans l'administration ivoirienne. Au nombre de 100, ces inspecteurs ont reçu des mains du directeur de cabinet du ministère de la fonction publique un kit d'aide à la sensibilisation. Le rôle des auditeurs, des inspecteurs et des contrôleurs est un rôle de gendarme et un rôle de censeur. Donc on n'a pas à avoir peur de l'auditeur, de l'inspecteur ou du contrôleur. Non, certes, c'est un élément de dissuasion à la mauvaise gestion. Mais en même temps, c'est un dispositif d'orientation et de réorientation à la bonne gestion. C'est un dispositif de conseil. Quand on fait l'audit, c'est pour mieux vous conseiller, vous faire les meilleures propositions afin que vous fassiez une gestion, je dirais, axée sur un résultat probant. Comment instaurer le contrôle interne dans toute l'administration ivoirienne? Comment impliquer les cabinets, ministères et secrétaires généraux des institutions? Voici quelques-unes des questions auxquelles les inspecteurs devront apporter des solutions. Cet atelier marque donc le point de départ d'une campagne d'information et de sensibilisation des gestionnaires sur leur rôle et leurs responsabilités dans la bonne gouvernance au sein de l'administration ivoirienne. À présent, des nouvelles de la COP24. La francophonie s'engage à la mise en œuvre de l'accord de Paris. L'Organisation internationale de la francophonie initie pour cela des actions de renforcement des capacités des parties prenantes, l'adoption des lignes directrices et l'élaboration des textes pour favoriser l'engagement des pays liés à cet accord universel. Notre envoyé spécial en Pologne, Grace Kando. La francophonie veut contribuer à l'adoption des règles et procédures d'opérationnalisation de l'accord de Paris sur le climat au niveau des États membres de l'organisation. Nous leur fournissons une série d'outils qui leur permettent de faciliter la prise en compte et puis l'appropriation des thématiques qui sont discutées. Des outils comme le guide des négociateurs, comme le résumé pour les décideurs, les notes de décryptage et un certain nombre de fiches techniques. Au cours d'une rencontre qui a réuni ministres, chefs de délégation, sociétés civiles et secteurs privés des pays membres de la francophonie, chaque participant s'est attelé à faire entendre la position de son pays sur le sujet. Les pays développés devraient donc renforcer leur soutien aux actions de renforcement des capacités dans les pays en développement. Au titre de la finance climatique, la Côte d'Ivoire demande que soient définies les modalités, procédures et méthodologies du manuel des règles d'opérationnalisation de l'accord de Paris sur les questions financières de façon à ce qu'elles soient équilibrées et plus complètes que possible. Que soit facilité et augmenté l'accès aux ressources de la finance climatique, notamment le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds pour l'adaptation. Lors du dernier sommet de la francophonie tenu en octobre dernier à Erevan en Arménie, les chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie ont réaffirmé leur détermination à mettre pleinement en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Et l'actualité internationale de ce mercredi nous conduit au Burkina Faso, en France et en Centrafrique, où l'ancien chef rebelle Patrice-Édouard Nguesson a été arrêté par les autorités françaises sous mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. L'actu en bref avec Laurent Sachaud et Abdoulaye Koné. L'ancien chef rebelle centrafricain Patrice-Édouard Nguesson a été arrêté par les autorités françaises. Conformément à un mandat d'arrêt délivré par la CPI à La Haye, l'ancien leader du groupe armé anti-Balaka est arrêté pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans l'ouest de la République de Centrafrique. Les faits datent de septembre 2013 à décembre 2014. Son arrestation intervient peu de temps après celle d'Alfred Yekatom Rombo, lui aussi un chef anti-Balaka. Le président français Emmanuel Macron met à la disposition du Burkina Faso les documents d'archives dans le cadre de l'enquête sur la mort du président Thomas Sankara en 1987.
Il s'agit de documents déclassifiés, des pièces et des auditions de personnes dans le cadre de la Commission rogatoire internationale. Un deuxième lot de documents devrait suivre dans les semaines à venir. Selon l'un des avocats familiales, c'est une avancée significative dans la quête de la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara. 3 morts et 13 blessés, c'est le bilan de la fusillade survenue hier mardi sur le marché de Noël de Strasbourg. Âgé de 29 ans, le tireur fiché S est connu de la justice pour des faits de droit commun de violence en France mais aussi en Allemagne. Il avait été condamné pour vol aggravé. Il est également fiché sur le radar de la Direction générale de la sécurité intérieure française pour radicalisation. Une urgence attentat a été décrétée aussitôt. La mesure devrait permettre aux forces de l'ordre de rechercher plus librement l'auteur des tirs qui est toujours en cavale. Et ce journal est terminé. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour un autre 23h. Passez une excellente soirée sur RTI 1.